Nous n'avons pas pour intention de vous raconter ici toute l'histoire du miel. C'est une histoire beaucoup trop longue. Essayons cependant d'en voir l'essentiel. Sans fleurs, pas de miel. Aussi consacrerons-nous une partie importante de ce document à présenter celles qui ont le plus d'intérêt pour les abeilles. Au début du printemps, l'activité à l'entrée des ruches est encore réduite. Quelques ouvrières cependant vont et viennent. Certaines d'entre elles ont les pattes lourdement chargées de pollen. Des gardiennes vigilantes, allant et venant sur la planche de vol, contrôlent les arrivantes, prêtes à chasser impitoyablement celles qui tenteraient de rentrer dans une ruche qui ne serait pas la sienne. Mais voyons tout d'abord la définition du miel. Le miel est, nous dit une norme européenne, la substance sucrée produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar ou des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles butinent, transforment et combinent avec des matières spécifiques et emmagasinent dans les rayons de la ruche. C'est là toute l'histoire du miel en quelques mots bien choisis. Mais trêve de texte austère, allons au champ avec les butineuses. Avec les premiers beaux jours, les besoins en nourriture des ruches sont de plus en plus importants. Butiner devient un besoin impérieux pour les ouvrières qui doivent profiter des premières fleurs pour collecter et apporter à leurs ruches nectar et pollen à un moment où les stocks de provisions sont généralement au plus bas. Le pollen est la seule source de protéines de la colonie. C'est donc un aliment indispensable. Mais tout aussi nécessaire est le nectar qui, transformé en miel, sera la source énergétique essentielle de nos abeilles. Au printemps, la fleur est souvent très abondante. Les arbres fruitiers offrent aux ouvrières tout au long du printemps une source non négligeable de nectar et de pollen. Amandiers ou pruniers, pêchers ou cerisiers, pommiers ou poiriers et combien d'autres. Mais la plupart d'entre eux profitent aussi directement du butinage des abeilles. Celles-ci, en effet, en allant de fleur en fleur, assurent le nécessaire transport du pollen indispensable à leur fécondation. C'est ce que l'on appelle la pollinisation. C'est cette flore variée qui procure aux abeilles les éléments nutritifs indispensables au nouveau développement des populations, dont l'importance s'est fortement réduite au cours de l'hiver. Le cerisier est un arbre généralement autostérile, c'est-à-dire que sa mise à fruit ne peut être assurée correctement sans le concours des insectes butineurs et notamment des abeilles. Voici un prunier en pleine floraison. C'est par les nectaires des plantes que le nectar est élaboré. C'est un liquide sucré, incolore, plus ou moins riche en sucre, qui attire les insectes butineurs et notamment les abeilles. Ramenée à la ruche, cette matière première s'enrichit peu à peu de diverses substances grâce à de nombreux échanges d'abeille à abeille. Ceci va avoir pour effet de dédoubler le saccharose du nectar en fructose et glucose, deux sucres qui sont les principaux composants du miel. L'excès d'eau s'évapore lentement, passant des 70 à 80% du nectar initial aux 17 ou 18%, parfois moins, du miel mûr. Le pissenlit est une plante de très grand intérêt apicole, procurant aux abeilles du pollen et du nectar en abondance. Le pommier est un des arbres fruitiers qui a le plus besoin de l'assistance des insectes pollinisateurs et donc des abeilles pour assurer sa mise à fruit. Il est parfois généreux en nectar. La floraison très étalée dans le temps des diverses races de pommiers n'est pas sans intérêt apicole. Et nous en arrivons au seuil de la période des grandes mielées.
Les colzas vont bientôt fleurir. Il est temps d'aller au rucher pour nous rendre compte de l'état de développement des colonies. L'examen du couvain est une opération très importante. Elle permet en effet à l'apiculteur de se rendre compte de l'état de développement des colonies et de leur bon état sanitaire. Déjà du miel nouveau est stocké dans la partie supérieure du cadre. Au centre, du couvain operculé. Ici, un cycle complet de jeunes ouvrières vient de s'achever, aussitôt remplacé par une nouvelle ponte de la reine. Perturbées par la visite de l'apiculteur, de jeunes ouvrières s'agglutinent en chaîne à la base du cadre. Et voici la reine. Lourde d'œufs, elle se traîne sur le cadre, incapable de voler. Avec l'arrivée des grandes mielées, l'activité à l'entrée des ruches devient fébrile. La culture du colza s'est considérablement développée depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette plante oléagineuse couvre de nos jours de très vastes étendues, offrant aux abeilles une floraison printanière d'une exceptionnelle densité. Si les conditions météorologiques sont favorables, les butineuses sont susceptibles de faire une récolte très abondante qui dépassera largement les besoins des colonies. Il faudra donc agrandir les ruches, c'est-à-dire poser des hausses. C'est pour profiter de cette mielée que les apiculteurs ont souvent coutume de transporter leurs ruches à proximité de cette culture lorsqu'elle commence à fleurir. Cette transhumance leur permet de faire quelques semaines plus tard leur première récolte de l'année. Celle-ci devrait être faite dès la fin de la floraison, car le miel de colza, très riche en glucose, cristallise très rapidement. Avec la grande mielée de colza, commence aussi la période d'essaimage. Ici, un essaim vagabond prend possession d'une ruche vide. Un essaim s'est posé dans un sapin. Il est en train d'être recueilli par l'apiculteur. Le panier transporté au rucher, l'apiculteur va procéder à sa mise en ruche. Il effectuera cette opération en le secouant simplement au-dessus de sa nouvelle demeure, dont les abeilles prendront rapidement possession. Avant de passer à la présentation des travaux de la récolte, il nous faut encore décrire quelques sources importantes de nectar.
Le robinier faux acacia est un arbre du plus grand intérêt pour les abeilles. Son miel, d'un goût très fin, très riche en fructose, reste généralement liquide lorsqu'il est pur. C'est un miel de grand cru, particulièrement apprécié des gourmets. Les fleurs d'acacia sont particulièrement fragiles. Une gelée, une forte pluie peuvent en quelques minutes anéantir toute la mielée. Les lavandes sont des plantes typiquement méridionales. Cependant, il en est cultivé un peu partout comme plantes ornementales, et partout où elles fleurissent, même à l'état isolé, elles attirent de nombreux insectes, abeilles, bourdons et papillons. Toutefois, la production du miel de lavande est spécifique du sud-est de la France. Le miel de lavande, très parfumé, est d'une très grande qualité gustative. Et voici les tournesols. Ces grands soleils, comme on les appelait jadis, ont la curieuse coutume d'épanouir leurs inflorescences, toujours du même côté, vers le soleil levant. Ne dépassant guère autrefois les limites géographiques de la culture de la vigne, le tournesol, grâce à de savantes sélections, a conquis peu à peu toutes les régions de grande culture. La grande robustesse de cette plante et sa floraison estivale en font actuellement l'une des principales sources de nectar dans notre pays. Produit relativement nouveau, le miel de tournesol de structure et de goût très particulier n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur par le consommateur, qui lui préfère souvent des miels plus traditionnels. Dans les régions d'herbage et en particulier dans le nord-ouest de la France, la floraison des trèfles blancs marque le début de la grande mielée estivale. C'est une mielée longue pouvant durer de 7 à 8 semaines, durant lesquelles les abeilles peuvent produire un miel d'excellente qualité dont la cristallisation lente est généralement très fine. De nombreux arbres d'alignement, de forêts, de parcs ont un réel intérêt pour les abeilles. Les tilleuls en particulier donnent dans certains pays d'Europe centrale des miels de cru très renommés. Et nous en arrivons au moment de la récolte. Dans ce rucher sédentaire, les ruches ont été agrandies au fur et à mesure des besoins. La mielée d'été n'étant pas encore totalement achevée, le butinage va occuper encore de nombreuses butineuses, ce qui expliquera leur très faible agressivité à l'égard de l'apiculteur. Celui-ci agira sans brutalité, mais avec des gestes rapides et sûrs, dégageant les hausses pleines au fur et à mesure de leur enlèvement des ruches. Une à une, celles-ci sont ouvertes, copieusement enfumées, puis les hausses pleines de miel mûr enlevées. Chaque ruche conservera à la fin au moins une hausse, jusqu'à la fin complète de la mielée. L'enlèvement des hausses achevé et toutes les ruches refermées, il n'y aura plus qu'à partir pour la miellerie.
Mais pour l'apiculteur dont le nombre de ruches est peu important, cette dextérité que nous venons de voir n'est pas nécessaire et pas toujours à sa portée. Les cadres pleins de miel peuvent simplement être retirés un à un, comme nous vous le montrons à présent, en nous offrant le luxe de 2 opérateurs. Là encore, mielés inachevés et enfumage correct réduisent l'agressivité des abeilles, permettant d'effectuer le travail sans protection particulière. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Les hausses pleines arrivant du rucher sont déposées à l'entrée de la mielerie sur des chariots qui en faciliteront le transport dans le local. Les cadres sont tout d'abord nettoyés à la partie supérieure, puis décollés un à un. On procède ensuite à leur désoperculation. À cet effet, l'apiculteur utilise une lame, un couteau à désoperculer, dont le rôle est de couper tout ce qui dépasse du cadre. Il ouvre ainsi les alvéoles pleins de miel. Les cadres sont ensuite placés dans la cage mobile de l'extracteur. Celle-ci, en tournant, fera sortir le miel des alvéoles par l'effet de la force centrifuge. Il sera projeté sur les parois de la cuve, d'où il s'écoulera vers le fond de l'appareil, comme nous le verrons plus loin, en visitant une autre mielerie dans une importante unité de production. Là encore, les cadres sont nettoyés à la partie supérieure, puis décollés un à un. La désoperculation va se faire à la machine. Les cadres sont traités un à un, puis mis en attente sur un tourniquet. Et voici l'extraction. La cage de l'extracteur est tout d'abord remplie manuellement. Lentement, la cage s'ébranle. Elle va prendre peu à peu de la vitesse. Le miel est projeté sur la paroi de la cuve. Le miel provenant de l'extracteur et celui de la machine à désoperculer sont rassemblés ici dans ce bac centralisateur. Un jeu de chicane retient l'essentiel des impuretés, qui sont constituées d'innombrables petites parcelles de cire qui remontent à la surface. C'est le début de la décantation. Repris par cette pompe, le miel va être véhiculé par une tuyauterie jusqu'à une cuve placée dans un autre local.
Le miel pompé arrive par cette tuyauterie. Il s'écoule librement dans une vaste cuve appelée maturateur, mais c'est en fait un décanteur dans lequel le miel achèvera de s'épurer en quelques jours. Il ne restera plus qu'à le soutirer. Avant d'être conditionné en pot de détail, le miel est logé en fût de 300 kg plus facile à stocker. Au cours de son stockage qui peut durer plusieurs mois, le miel va cristalliser plus ou moins rapidement. Il sera donc à l'ouverture des fûts totalement figé dans la plupart des cas et parfois extrêmement dur. Pour l'empoter, il sera donc nécessaire de le défiger. Ce défigeage peut s'opérer à froid, les cristaux les uns contre les autres. Il se forme ainsi une pâte souple et homogène qui sera facilement tartinable. Ce miel crémeux peut rester ainsi pendant plusieurs mois. Il existe par ailleurs différents procédés de défigeage à chaud, pouvant aller jusqu'à la refonte totale du miel. Mais la chaleur doit être utilisée avec précaution par le conditionneur afin d'éviter d'altérer certains composants fragiles du miel. Simplement défigé ou totalement liquéfié, le miel est prêt à être conditionné en pot de détail. Ceci peut se faire manuellement comme ici, ou à l'aide d'une doseuse volumétrique dont il existe de très nombreux modèles. Celle-ci est équipée d'une colleuse d'étiquette automatique. Les conditionneurs importants utilisent de véritables chaînes d'empotage comme ici. Certaines entreprises ont parfaitement compris l'intérêt qu'il y avait à présenter leurs produits dans un cadre attrayant pour le consommateur. Ici, un effort tout particulier a été réalisé pour mettre en valeur miel et produits dérivés.